Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité de la soirée. Et pour les titres de ce savant soir, le général Gilbert Diendéré a achevé sa deuxième journée d'interrogatoire aujourd'hui dans l'affaire Thomas Sankara. Face aux avocats de la partie civile, il a répondu aux questions en se dédouanant. Nous en savons plus dans un instant. Et puis, l'édition 2021 du Festival international de la liberté d'expression et de la presse FILEP a débuté officiellement ce matin à Ouagadougou. La résilience des médias face au contexte sécuritaire, sanitaire et les mutations technologiques constituent la discussion en toile de fond de cette édition. Actualité à suivre dans un instant. Des candidats au renouvellement des instances de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso appellent l'ensemble des acteurs à des élections libres et apaisées. Le scrutin est prévu pour le 14 novembre prochain. Ils nous expliquent bientôt le sens de leur démarche. Une nouvelle fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité de la soirée. Et pour débuter, nous parlons de l'affaire Thomas Sankara. Le général Gilbert Diendéré a achevé sa deuxième journée d'interrogatoire. Et pour cette journée de mercredi, l'ancien patron de la sécurité présidentielle avait en face de lui les avocats de la partie civile. Ils lui ont posé 1001 questions selon notre reporter sur place. À toutes les questions de la partie civile, Gilbert Diendéré a répondu en se dédouanant. On en sait plus avec Siblina Kelsey. Le général Gilbert Diendéré, face aux avocats de la partie civile, a eu du mal à répondre à toutes les questions des avocats des 13 personnes tuées au Conseil de l'Entente le 15 octobre 1987. L'homme qui était pourtant à l'aise devant le parquet le premier jour s'est vu acculé par la partie civile. Mais malgré tout, le général Gilbert Diendéré n'a pas lâché prise. Il a répondu à certaines questions et survolé d'autres. Le général n'a pas pu citer un témoin qu'il avait vu au moment des faits sur le terrain de l'ENAM. Tous ceux qu'il a cités comme témoins sont morts, ce que déplore Maître Ambroise Farama de la partie civile. Contrairement à ce qu'il dit qu'il était au terrain de sport, il n'y avait aucun témoin qui puisse donc confirmer sa présence sur le terrain des sports. Donc le général Diendéré, en tant que premier responsable donc, du Conseil de l'Entente, était bien présent au sein du Conseil de l'Entente lorsque les tirs étaient donc nourris. Vous avez également noté que lorsqu'il est arrivé immédiatement sur les lieux, il a même lui-même reconnu qu'il n'a pas voulu approcher ce qu'il désigne déjà lui-même comme étant des corps, alors qu'il aurait fallu, en tout cas à notre humble avis, quelques minutes après donc, les tirs, si son intention était tout autre, il aurait pu appeler donc, des secours pour apporter donc, un secours d'urgence aux personnes qui avaient reçu donc, des balles. Mais bien curieusement, en tant que premier responsable donc, du camp, il ne s'approche pas donc des personnes blessées et il dit que ce sont des corps. Et lorsque l'infirmier de la présidence entend les coups de feu, qu'il accourt avec son matériel de secours d'urgence, c'est encore le général Diendéré qui l'empêche d'intervenir. Et aujourd'hui, il veut nous faire croire qu'il n'était pas au courant des tirs et que ces personnes-là seraient donc décédées, alors que même il était encore peut-être possible de leur apporter donc des secours d'urgence. Donc pour nous, nous avons la conviction qu'il était bel et bien donc, du coup, qu'ils ont préparé ensemble ce coup d'État et que ça a été exécuté sous son contrôle. Et d'ailleurs, le président Compaoré, dans la nuit, lorsqu'il fait la déclaration du renversement du régime donc, du CNR, il déclare qu'il y avait effectivement une tension entre les deux camps. Et il explique que dans la matinée du 15 octobre, le premier responsable de la sécurité du Conseil de l'Entente a tenté une rencontre de rapprochement et que comme il n'est pas parvenu à apaiser la tension, les éléments du Conseil de l'Entente, la sécurité du Conseil de l'Entente, donc qui était sous la direction du général Diendéré, ils ont donc pris le devant en neutralisant donc le camarade président Thomas Sankara et sa garde présidentielle. Maître Ambroise Farama conclut que le général Gilbert Diendéré a une ligne de défense faisant croire qu'il n'était au courant de rien dans tous les dossiers où il est cité. Mais il dit être confiant que les témoins viendront les édifier sur la participation du général et le rôle qu'il a joué dans l'assassinat du président Thomas Sankara. Pour Maître Olivier Yelkouni, avocat de Gilbert Diendéré, la partie civile reproche à son client des choses dont il n'est pas responsable. Nous voyons que les parties civiles lui reprochent des choses qu'il n'aurait pas fait. C'est très différent. En droit, en fait, ça change la donne. Nous savons tous que l'attentat à la sécurité de l'État, c'est une infraction d'action, une infraction de commission. Mais là, on n'a pas dit qui l'a commis,
On lui reproche donc des défaillances. C'est ce que nous retenons. Et je pense aussi qu'également, dans ces PV, il cite quand même des personnes qui sont vivantes. Voilà, donc nous pensons qu'à ce niveau, en fait, il y a un peu d'exagération. Et comme je l'ai dit, c'est de bonne guerre, chacun défend sa chapelle, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un groupe. Et comme il a été démontré, même ceux qui ont été attaqués, on dit qu'ils ont été tétanisés par l'effet des surprises. Et ça dépend des circonstances également. C'est un jour de sport. Et bon, peut-être que vous n'avez pas accès au PV, mais tous ceux qui étaient là ce jour-là disaient que c'était de la débandade. Il y en a même donc qui ont pris les murs, qui sont allés jusqu'en ville, parce qu'effectivement, en fait, c'était un jour de sport, personne n'était armé. Dans ces circonstances-là, si vous êtes surpris quand même, je pense que bon, la réaction donc est un peu compliquée. L'interrogatoire du général Gilbert Diendéré se poursuit avec les avocats de la défense. Et puis toujours avec le général Gilbert Diendéré, il est serein à la barre et ne reconnaît pas certains faits qui lui sont reprochés par la partie civile. Gilbert Diendéré persiste et signe qu'il a été surpris par les événements d'octobre 1987. Suivons cela avec Stéphane Sanou. Pour son deuxième jour d'audition, Gilbert Diendéré a essentiellement fait face aux avocats de la partie civile. Les avocats de la partie civile estiment que Gilbert Diendéré a contribué d'une manière ou d'une autre à mettre fin au CNR, Conseil national de la Révolution. Selon ces avocats, Gilbert Diendéré devrait prendre des dispositions pour établir l'ordre en arrêtant ou en interpellant par exemple le capitaine Blaise Compaoré et le commandant Boukari Lengani. L'accusé, pour se défendre, a souligné qu'il était dans l'incapacité d'arrêter ses supérieurs. Comment je vais mettre aux arrêts le capitaine Blaise Compaoré et le commandant Boukari Lengani et faire quoi par la suite, a-t-il soutenu. La partie civile a donc conclu que Gilbert Diendéré a préféré la mort du CNR au profit du Front populaire. Concernant les corps découverts au Conseil de l'Entente, les avocats de la partie civile ont reproché également à l'accusé du jour de n'avoir pas pris de dispositions pour vérifier si tous les corps étaient véritablement des corps sans vie, puisque selon eux, c'était possible qu'il y ait eu des blessés ou des survivants parmi les corps ensanglantés. L'accusé s'est défendu en disant qu'il a conclu qu'ils étaient tous morts au regard de l'état dans lequel les corps se trouvaient. Pour les avocats de la partie civile, c'est Gilbert Diendéré qui devrait assumer la responsabilité des coups de feu au Conseil de l'Entente le 15 octobre 1987. Et Gilbert Diendéré de refuser de porter cette responsabilité en insistant sur le fait qu'il n'a pas donné l'ordre de commettre de tels actes. Moi, Diendéré, je ne vais pas assumer les fautes des autres. Je ne dirai pas ce que je ne sais pas, 1.2 traits, a-t-il lâché. Notons pour terminer que la tension est montée aujourd'hui entre Gilbert Diendéré et Maître Prosper Farama, avocat de la partie civile. Selon Prosper Farama, l'accusé a cherché à se tirer d'affaire plutôt que de dire la vérité. Avec tout le respect que je vous dois, quelqu'un qui vous écoute toute une année ne vous comprendra pas. Et le général serein de répondre à l'avocat, si vous n'avez rien compris, j'ai envie de dire que vous êtes bouché. Maître Prosper Farama a enfoncé le clou en ces termes. Si moi je suis bouché, je dirais que vous êtes taré. C'est l'intervention du président du tribunal qui a permis de calmer les esprits avant que l'audience ne suive son cours normal. La séance du procès Thomas Sankara pour ce jour, commentée pour nous par nos reporters sur place, Siblina Kelsey et Stéphane Sanou. Et c'était pour ce qui est de la page consacrée au procès Thomas Sankara. On poursuit avec toute autre actualité. C'est parti depuis ce matin à Ouagadougou pour la 9e édition du Festival international de la liberté d'expression de la presse FILEP. Le FILEP, cette année, se déroule dans un contexte doublé de crises sanitaires et sécuritaires, des crises qui mettent à l'épreuve la gouvernance politique et le secteur des médias. C'est ce qui d'ailleurs inspire le thème de cette année du FILEP qui penche la réflexion sur la résilience des médias au service des citoyens. Le lancement officiel du FILEP s'est effectué sous l'attention d'Issaou Maratier. Pour une 9e fois, les acteurs de la plume et du micro se retrouvent au pays de Norbert Zongo dans le cadre du Festival international de la liberté d'expression et de la presse FILEP. Pour cette année, le thème au carrefour des crises sanitaires, sécuritaires politiques et des mutations technologiques, construisons des médias résilients au service des citoyens africains est décrypté à travers 9 panels avec des journalistes et enseignants-chercheurs d'ici et d'ailleurs. L'objectif à travers ce thème est de poser le débat et appeler à la réflexion et à l'introspection sur la résilience des médias face à ces crises et mutations qui assaillent la profession. Un tel constat nous invite à accentuer la réflexion en vue de sortir des pistes allées dans la recherche de solutions aux crises.
La 9e édition du FILEP est la tribune parfaite pour l'exercice. Pour cet exercice, plus de 200 festivaliers ont répondu à notre invitation. Cela fait donc 200 expériences et même plus à partager et à capitaliser. Environ 20 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique prennent part à ce FILEP qui est un peu particulier par rapport aux éditions précédentes du fait du nombre des panels qui passe de 5 à 9. Les recommandations qui sortiront à l'issue de ce colloque seront transmises aux organisations africaines et sous-régionales pour leur application. Foi du représentant du président de l'Assemblée nationale, les députés Dramani Nia. L'Assemblée nationale du Burkina Faso restera-t-elle attentive aux conclusions de vos travaux et recommandations? À la fois acteurs et facteurs de résilience pour nos États fragiles, de nos peuples en proie aux aléas d'un monde en perpétuelle mutation, les médias africains sont plus que jamais sur la sellette. Ils ont besoin d'un souffle nouveau et d'un accompagnement plus soutenu des États. L'Assemblée nationale du Burkina Faso pourrait, sur la base de vos recommandations, porter le plaidoyer auprès des autres parlements pour un meilleur accompagnement des États aux entreprises de presse. Plusieurs récompenses sont prévues à l'occasion de cette 9e édition du FILEP. Il s'agit de 13 récompenses du prix africain du journalisme d'investigation Norbert Zongo, de la récompense du prix Marie-Soleil de la meilleure journaliste du Burkina et des récompenses du concours photo, caricature et dessin de presse. Et toute autre actualité également, les acteurs du monde de l'économie informelle sont appelés à un sursaut patriotique pour une élection consulaire apaisée. Ce sont les souhaits de 3 candidats appartenant à la sous-catégorie petites entreprises de commerce à l'élection consulaire du 14 novembre prochain. C'est au cours d'une conférence de presse tenue aujourd'hui même à Ouagadougou. Le point nous est confié par Abdel Kinda. Ils sont 3 parmi les candidats à l'élection consulaire de la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso dans la sous-catégorie petite entreprise de commerce à être face à la presse. Objectif, partager leur vision par rapport au déroulement de la campagne. Ce sont Aboubakar Balima, Rasmata Ouia et Salif Nikema. Pour eux, l'élection consulaire doit être apaisée. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut en fait que nous appelions à tous les candidats à une élection apaisée, libre, transparente, participative, le 14 novembre 2021. Et vous savez bien que dans ces derniers temps, nous avons remarqué que il y a des candidats qui ont eu des votants et même certaines personnes, des candidats qui ont eu souvent des propos à l'encontre d'une personne X. Voilà, et que nous pensions qu'il ne faut pas, parce que si par exemple la personne elle est poursuivie par une juridiction compétente, nous pensions que c'est cette juridiction, c'est cette justice qui doit en fait se prononcer par rapport à sa candidature. Il souhaite qu'à l'issue des élections consulaires, que tous les élus travaillent à réformer le système économique burkinabé. Nos camarades qui vont entrer à la Chambre de commerce comme des élus consulaires, de tout faire pour lutter pour la réglementation de commerce au Burkina Faso, que ce soit réel, que les grossistes restent grossistes, que les demi-grossistes restent demi-grossistes, et les détaillants aussi vont vendre et puis gagner pour monter. Mais si quelqu'un fait l'engros et fait le demi-gros et puis il fait le détail, le petit va profiter quoi pour devenir grand. Comme la Chambre de commerce, c'est une force de proposition que vraiment on n'a qu'à plaider pour la réglementation de commerce au Burkina Faso ici, ce qui est notre vraiment préoccupation numéro 1 actuellement. Parce que si on veut que ce pays avance, il faut que la réglementation de commerce soit effective. La région du centre enregistre 10 candidatures sur 3345 électeurs inscrits dans la sous-catégorie des petites entreprises de commerce. Et toujours pour le même sujet, Mamadi Sawadogo, dit Kadhafi, et Amidou Ouedraogo, dit Hamid Karo, sont aussi des candidats pour la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et la Chambre régionale du centre. L'annonce a été faite hier par l'Alliance pour le renforcement consulaire ARC. Les précisions avec Daouda Yamouego.
En prélude aux élections consulaires du 14 novembre, l'Alliance pour le renforcement consulaire ARC a présenté ses candidats aux membres et aux hommes d'affaires de la région du centre. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina CCIBF, Mahamadi Savadgodi Kadhafi, a saisi également l'occasion pour faire le bilan de son mandat de 5 ans. Pour lui, le bilan est satisfaisant. C'est au vu du bilan que l'ARC a fait l'honneur de demander d'accepter une deuxième fois ma candidature. Chose que je n'ai pas hésité. Et donc, au vu du bilan, je pense que les perspectives que nous avons encore à donner au monde des affaires, à l'institution qui est la Chambre de commerce. Le président Mahamadi Savadgodi Kadhafi a promis des états généraux du commerce pour diagnostiquer les problèmes du secteur s'il est réélu au soir du 14 novembre. Dès que nous serons élus, nous allons organiser des états généraux pour l'ensemble du secteur de commerce et de services pour diagnostiquer encore une fois. Car vous savez, les premiers 5 ans, nous avons connu des situations que le Burkina Faso n'avait jamais connues, notamment l'insécurité, et notamment la pandémie Covid économique du Burkina Faso. Nous avons rédigé des maisons de commerçants dans les 45 provinces et nous avons réalisé des ports secs multimodales à Ouagadougou, car vous savez que le Burkina Faso est un carrefour et les pays de la sous-région transitent par là. Et c'est un ambitieux programme, et c'est entre autres que nous avons dans les perspectives. L'Alliance pour le renforcement consulaire est une coalition d'associations professionnelles de commerçants toutes catégories confondues. Et dans la région de l'Est, les habitants de Fadangourma ont répondu nombreux à l'appel du mouvement Ougoulmoufi. Ce matin, à la place des martyrs de Fada, les populations de la région de l'Est ont dénoncé la situation sécuritaire dramatique dans leur zone. On voit cela dans ce commentaire de Soumaïla Rabo. La journée ville morte est respectée dans la capitale de la région de l'Est, Fadangourma. Au marché de Fada, les commerçants ont massivement répondu à l'appel du mouvement Ougoulmoufi de suspendre toutes les activités économiques aujourd'hui de 6h à 18h. Dans les rues, le calme inhabituel qui règne montre que la région de l'Est a mal à sa sécurité. Un rassemblement à la place des martyrs a permis au mouvement Ougoulmoufi de situer le cadre de sa protestation silencieuse, dénoncer la faiblesse de la gouvernance sécuritaire et marquer sa solidarité avec les déplacés internes et les familles meurtries prises au piège des terroristes dans toutes les 5 provinces de la région de l'Est, la plus vaste du Burkina avec 17% du total de la superficie du pays. Et puis toujours au cours de cette manifestation, des habitants de la dite localité se sont confiés à notre correspondant Fada Moussa Nyoli. Nous les écoutons. Il y a eu tellement la mobilisation qu'on n'attendait pas. Vraiment, on est très fiers et on continue à se soutenir et à se soutenir. Donc, malgré le marché a été fermé, en tout cas le mot d'ordre a été respecté 10/10. Donc, on est très fiers et on est très contents de cette mobilisation. Voilà, j'apprécie cette journée parce que réellement, j'ai senti que réellement les gens veulent le changement. Moi-même, j'ai ressenti ça parce qu'à l'heure là, tout le monde est fatigué. Tout le monde est fatigué de tout ce qu'on nous fait. Et puis à l'heure là, les gens sont fatigués parce qu'on nous a oubliés. Voilà, j'apprécie le commerçant parce que des fois, quand on dit les gens de sortir, pour que le pays ne va pas, les gens ne sortent pas. Mais aujourd'hui, quand même, les gens ont respecté. On sent que réellement, les gens veulent le changement. On sent ça parce que tout le monde a fermé et puis chacun est leader de soi-même. À l'heure là, chacun veut être leader de soi-même. Et à Ouagadougou, où nous revenons, les citoyens n'ont pas battu le pavé, mais le sujet fait l'objet de spéculations depuis la sortie du chef de file de l'opposition, Edi Komboigo. Ce dernier a lancé un ultimatum d'1 mois au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, pour faire revenir la paix et la sécurité au Burkina. Comme quoi, si rien n'est fait, il prévoit une marche pour exiger la démission du président du Faso. Sur le sujet, je vous invite à entendre les réactions de quelques citoyens interrogés pour nous par Daouda Yamouego. Ce n'est pas la solution, le mars. Et puis dire que le président laissait le pouvoir, ce n'est pas ça la solution.
La solution, c'est de s'organiser ensemble, chercher les solutions, chercher les voies et les moyens pour pouvoir arrêter les djihadistes. Sur aussi, c'est pour sortir, pour dire au gouvernement ou bien le président de quitter, de laisser le pouvoir. C'est pas ça la solution. La solution, c'est de s'unir en un seul pour pouvoir combattre les djihadistes. Opposition la mandat mam ya pere. Ya bieti ale yitlabna yi mam be pour. Je suis d'accord avec la marche de l'opposition. Ce sont nos enfants qu'on assassine tous les jours et le gouvernement ne fait rien. Lorsque je regarde l'attitude de nos dirigeants, on dirait qu'ils ne veulent pas que le terrorisme finisse. Il y a un deal entre eux. Vraiment, s'ils ne peuvent pas endiguer le terrorisme, qu'ils quittent le pouvoir. Destituer le gouvernement n'est pas la solution pour contenir le terrorisme au Burkina Faso. Pour moi, l'opposition fait de la politique. Sinon, on aurait proposé des solutions. Terrorisme, c'est pas au Burkina Faso. Le Niger et le Mali ont changé des dirigeants, mais le terrorisme existe. Nous voulons seulement que le président, le gouvernement, qui disent la vérité au peuple. Tout ce qui se passe dans le pays, qui disent ça au peuple pour que nous allons lutter ensemble pour sortir, trouver des solutions pour sortir dans la crise. Sinon, à chaque fois, il y a des attaques partout, rien ne va. Donc vraiment, nous sommes tellement désolés maintenant avec le gouvernement. J'ai plus de 50 ans et c'est sous la gouvernance de Roch Kaboré que le terrorisme est arrivé au Burkina Faso. Les soldats qui meurent au front sont les enfants des pauvres. Il faut que le gouvernement travaille à stopper le bain de sang. Pour sortir du marché, faire partie du gouvernement, ce n'est pas une solution. Donc on voit que bon, si on va voir par rapport au Mali, on a changé de président, c'est toujours le même système qui est là. Bon, c'est moi, on voit que bon, affaire des terroristes là, il y a quelque chose qui est caché. Voilà, quelque chose qui est caché. Sinon, ce n'est pas affaire du gouvernement. Ce n'est pas Burkina seulement, c'est beaucoup de... Si on voit le Mali là, Mali c'est la même chose. En Niger, c'est la même chose. Bon. On va dire que Niger, on a changé de président. C'est un nouveau président qui est en Niger, mais actuellement, c'est toujours la même chose là. On peut chercher une solution ailleurs, mais ce n'est pas par rapport dessus le gouvernement qui est la solution là. Projection à l'ère post-Covid-19, enjeu d'une transformation réussie, c'est le thème de réflexion centrale de la semaine du numérique qui se tient actuellement du côté de Bobo-Dioulasso dans la région des Hauts-Bassins. Cette rencontre annuelle des acteurs du numérique qui est à sa 17e édition a débuté hier avec la cérémonie d'ouverture. Les détails avec Raymond Salif Zida de Savane Média Ouest. La semaine du numérique a pour but de promouvoir les technologies de l'information et de la communication à travers des échanges, des jeux et concours. Cette manifestation annuelle qui se tient dans la ville de Sia offre l'opportunité aux acteurs de l'intelligence artificielle de présenter leurs produits et services tout en créant un cadre d'échange et de discussion autour des spécialistes et partenaires du développement du digital. Projection à l'ère post-Covid-19, enjeu d'une transformation digitale réussie. Tel est le thème de la 17e édition de la semaine du numérique. Les organisateurs veulent faire du numérique une alternative à la pandémie de la Covid-19. Le numérique s'est apparu en tout cas comme l'alternative crédible à cette pandémie. Et donc il est important aujourd'hui, au moment où nous sentons l'accalmie au niveau de la pandémie au coronavirus, de renforcer les bonnes pratiques, de renforcer les acquis, parce que ça permet d'atteindre un niveau de digitalisation assez important. Le ministre de la Santé, parrain de cette édition, a salué l'initiative et rappelé la fructueuse et nécessaire collaboration entre son département et celui de l'économie numérique, toute chose qui a permis selon lui de poursuivre l'offre sanitaire au temps fort de la pandémie de la Covid-19. En ce qui concerne le domaine de la santé, ça a été encore une révélation de ce que le numérique est capable de faire pour accompagner l'offre des services de santé.
notamment dans le domaine de la télémédecine. Nous avons fait l'expérience ensemble entre Dori et Ouaga et entre Tankourou et Ouaga pour arriver à distance à poser des diagnostics et à apporter une expertise à l'équipe périphérique afin donc de pouvoir soigner les malades. C'est le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette rencontre. Le chef du gouvernement a loué la réflexion et rappelé dans son allocution l'importance des TIC dans l'amélioration de la productivité et la croissance des pays. La semaine du numérique constitue de nos jours une vitrine dont l'importance n'est plus à démontrer. En effet, en créant un cadre d'échange et de promotion des produits et services d'éthique, la semaine du numérique favorise la diffusion et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans notre pays. Tous les faits stylisés montrent que les investissements dans l'éthique constitue aujourd'hui un déterminant majeur de l'amélioration de la productivité et de la croissance économique du pays. Du 9 au 13 novembre 2021, c'est le temps que va durer cette 17e édition de la Semaine du numérique. La cérémonie officielle d'ouverture a également été marquée par la visite des stands du Salon des technologies de l'information et de la communication, un autre espace important de ce rendez-vous. La Fédération nationale des tisseuses du Burkina Faso, en abrégé FENATI BF, veulent mettre en valeur le Faso d'Anfani. Elles organisent dans ce sens, à partir de demain jusqu'au 14 novembre prochain, la première édition des 72 heures du Faso d'Anfani. Pour annoncer cet événement et faire le point des préparatifs, la FENATI BF a tenu une conférence de presse à Ouagadougou. C'était sous le regard de Céline Akelse. Les 72 heures du Faso d'Anfani seront une occasion pour la Fédération nationale des tisseuses du Burkina Faso, FENATI BF, de magnifier le Faso d'Anfani, le pagne tissé burkinabé. Elles seront également un tremplin pour les organisateurs de réfléchir sur la pérennité du Faso d'Anfani et sa contribution dans l'économie du Burkina Faso. Justine Kafando est présidente de la FENATI BF. Pour elle, ces 72 heures du Faso d'Anfani vont réunir des tisseuses des 13 régions du Burkina Faso. C'était une première édition que nous devions vraiment de réaliser. Parce que depuis que la fédération a été créée en 2017, nous avions ça dans l'idée. Promouvoir le Faso d'Anfani. Bon, les autres éditions viendront après, mais il se devait que nous devions le faire. Et nous avons dit, bon, quel que soit ce qui va se passer, on va le faire. Et nous sommes optimistes. Au cours de la conférence de presse annonçant l'événement, Justine Kafando a relevé les difficultés que les tisseuses rencontrent. Il s'agit entre autres de l'acquisition de la matière première et de l'écoulement du pagne tissé. C'est d'abord les matières premières, parce que vous voyez, les Burkinabés n'arrivent pas toujours à payer le pagne Faso d'Anfani parce qu'ils disent que c'est cher. Et la cherté vient des matières premières. En tout cas, si nous pouvions avoir le fil à de meilleurs prix, je pense que le pain aussi, le prix du pain va diminuer. Et encore, c'est pour l'écoulement que je vous dis. Parce que maintenant, il y a beaucoup de tisseuses qui se sont investies. Mais les Burkinabés n'achètent pas. Ils achètent, actuellement c'est amélioré, mais pas comme nous le voulons. Et nous sommes obligés chaque fois de nous déplacer dans les pays de la sous-région pour écouler les stocks que nous avons, comme au Mali, au Sénégal, et ainsi de suite, au Bénin, Togo, tout ça. Les 72 heures du Faso d'Anfani démarrent le jeudi prochain au CIAO avec plusieurs activités au programme, dont une exposition vente du Faso d'Anfani. Et dans l'actualité hors de nos frontières, et ce qui nous concerne, nous avons l'actualité du côté du Togo. Selon les autorités togolaises, un poste des forces de défense et de sécurité situé au nord à la frontière avec le Burkina a été attaqué dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Pas de bilan disponible pour le moment. Il s'agirait de personnes non encore identifiées qui ont attaqué le dit poste. Selon les autorités togolaises, des éléments de sécurité ont été déployés en renfort dans la dite zone et les contrôles ont été renforcés. Et avant de nous quitter, mesdames et messieurs, notre pensée ce soir s'adresse aux tradipraticiens du Burkina Faso et d'ailleurs. On parle de médecine alternative, une médecine qui pourrait justement contribuer pour la médecine moderne. Merci à vous qui avez été de la partie pour ce soir et à très bientôt en compagnie de nos programmes.